Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV et sur YouTube également. Vous êtes déjà plus de 20 000 abonnés. Et oui, 20 000 abonnés et il me semble qu'on avait promis de faire gagner des cadeaux. Alors les cadeaux, on les fera gagner tout à l'heure. On vous expliquera tout ce que j'avais mis parce que moi-même je me rappelle plus ce que j'avais mis dans cette cagnotte. Alors j'ai une demi-heure pour retrouver tous les cadeaux que j'avais promis. Et puis promis, on vous les offre en fin d'émission. Le programme justement de cette émission, c'est quoi ? C'est le retour de la Ligue 1, ce match de l'OM face à Angers samedi pour la 30e journée de Ligue 1. Et puis un gros débat autour de qui ? De Jacques-Henri Hérault, c'est pas de la com. Et oui, pourquoi ? Parce qu'il a parlé cette semaine. On va essayer de décrypter un petit peu les différents messages qu'il a essayé de faire passer dans cette interview. Avec qui ? Avec mes invités du jour. Ils sont là. Alexandre Jacquin. Je peux m'appeler Alex. Alex, de la Provence. Merci Alex, ça fait très plaisir de t'avoir parmi nous. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait quelque temps que j'avais essayé de te faire venir. J'avais travaillé en profondeur depuis des mois et des mois. Ça a été là. Question de timing. Nathan est avec nous. Bonjour. Ça va Nathan ? Parfait. Nathan, voilà, Nathan. Alors, vous allez vous demander, mais qui est Nathan ? Eh ouais, qui est Nathan ? On prend 2 minutes et on va expliquer. Tu veux expliquer ou j'explique ? Non, je vais expliquer. Je vais expliquer parce qu'il y a une petite anecdote qui remonte quand même à 2014. Voilà, 2014-2015. Bon, nous, on sortait juste parce qu'on a une histoire en commun, voilà. On sortait de juste un petit procès avec l'Olympique de Marseille. On s'était dit, bon, est-ce qu'on va retenter le coup en sortant un t-shirt Marcelo Bielsa ? Pourtant, on avait le design, on avait tout, c'était prêt, on avait les cartons, on était prêt à les envoyer. Et il y a une personne qui s'appelle Nathan. Et qui l'a fait une semaine avant, qui l'a fait avant. Et ouais. Et qui a fait un gros buzz. Un très gros buzz, c'est parti en Espagne, en Argentine, en France, à Paris. Beaucoup de supporters de Marseille qui étaient à Paris. On en a vendu beaucoup. Voilà. Bon, maintenant c'est un peu calmé. Hein. Donc la marque, c'est une marque marseillaise qui s'appelle Triangle. Avec 3 A et un S. Exactement. Voilà. Et qui, depuis, sort des t-shirts Remontada, qui a aussi bien marché, Remontada numéro 2. Voilà. Un t-shirt sur Balotelli, etc. Un t-shirt sur Evra aussi à l'époque. Voilà. Plein de t-shirts. Voilà qu'il y a une actualité, on fait quelque chose. Exactement. Voilà. Mourad Arts est là. Mourad Arts qui aurait pu porter ce t-shirt Marcelo Bielsa parce que c'est le bielsiste de cette émission. Voilà. Je suis tellement impressionné par tes qualités de showman. C'est vrai. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Bon. Très bien. Tu exploses l'écran. Ouais. Alors, avant d'annoncer tous ces cadeaux, on va basculer sur la première partie de cette émission et c'est l'avant-match OM Angers. Olympique de Marseille contre Angers, messieurs. Alors, l'OM est toujours 4e, si je ne me trompe pas, parce que quelquefois j'ai des petits problèmes avec les chiffres. On est toujours 4e. On a toujours 6 points de retard contre Lyon, qui recevra vendredi soir. Non, qui ne recevra pas, qui se déplacera à Rennes. Ce match contre Angers, Alex. Voilà, le contexte, on connaîtra peut-être le résultat de Lyon la veille, mais Marseille, quoi qu'il arrive, là, il reste 8 matchs, il va falloir une victoire. Il faut tous les gagner. Tous les gagner. Oui. Je pense qu'il faut tous les gagner, même à Bordeaux, et surtout, il faudra battre Lyon. Il ne faut pas perdre un point en cours de route, parce que ce sera terrible. 6 points d'avance pour Lyon, éliminer la Ligue des Champions désormais. C'est l'équipe de Bruno Genesio a un boulevard devant elle. Ce qu'on va être curieux d'attendre la composition de Rudy Garcia pour cette OM Angers, parce qu'il y a pas mal de parler juste après. On sait que Mandanda ne sera pas là, mais on verra surtout comment il va pallier les absences de Camara et de Sakai. Est-ce que c'est le bon moment, Nathan, pour reprendre un peu des points ? Parce qu'il y a ce match... Moi, je pense qu'il faut gagner tous les matchs aussi. C'est pareil, il faut aller à fond. Bordeaux, il faut gagner aussi. Après, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'Angers, c'est un adversaire qui est un peu compliqué pour nous parfois. Je sais que l'année dernière, on avait fait un partout. Donc, attention quand même, parce qu'ils ont des... Moi, je me souviens du match contre Monaco. Ils ont quand même mis 2 buts à Monaco, donc c'est quand même pas mal. Et ils reviennent à 2-2 au final. Donc attention à cette équipe. Et moi j'ai peur aussi pour la défense parce que je ne sais pas qui on va mettre, on va en parler. Mais c'est la question que je me pose.
Est-ce qu'on a à craindre danger, Mourad ? Oui, bien sûr, il faut craindre danger parce que c'est Stéphane Moulin qui est un bon entraîneur de Ligue 1 qui est chiant en fait. C'est un entraîneur il fait chier toutes les équipes contre lesquelles qui jouent contre Angers. Donc tu as parlé d'Angers Monaco que j'avais vu. J'ai zappé à la mi-temps en fait. Il y avait un autre match et puis ça faisait 2-0 pour Angers. Je me suis dit bon, le match est terminé. Je bien m'en a pris. Mais c'est une équipe que j'ai eu plusieurs fois et souvent en fait elle fait une bonne première mi-temps ou une bonne première partie de match et elle se relâche un peu après, donc il y a ce paramètre-là à prendre en compte, mais dans tous les cas, comme l'a dit Alex, il faut gagner tous les matchs. On a Bordeaux et Lyon qui sont les deux gros rendez-vous les plus difficiles, Bordeaux à cause du contexte et Lyon parce que c'est notre adversaire direct, mais des matchs comme Angers, on n'a aucune possibilité de perdre des points sur ces matchs-là, il faut absolument gagner. Alors, t'en parlais Alex, 3 suspendus, Mandanda, Sakai et Boubacar Kamara. Donc logiquement, c'est le retour annoncé d'Adil Rami, non ? Logiquement. Je pense que oui, il y a pas. Tu penses qu'il trop, peut... Je pense pas qu'il y ait trop de suspense parce que je le vois pas. Je vois pas Luis Gustavo accepter de jouer derrière. Déjà parce que au point où il en est, je le vois pas. Même par rapport à Rami aussi. Rami, ça sera dur. Rami s'est entraîné durement ces derniers temps, mais il ne joue pas. Il n'a pas joué quand même depuis décembre. Il n'a pas eu une minute officiellement depuis décembre. Après, on peut imaginer le comeback aussi de Rolando. Mais Rolando après, il faut aussi se poser la question de savoir est-ce que les choix de Rudy Garcia ne sont pas dictés par rapport à une question d'avenir de l'OM ? Parce que Rolando est en fin de contrat dans 2 mois. Tu penses que c'est possible ça ? Quel est l'intérêt de relancer Rolando ? Ah non, aucun. Voilà. Ouais. Je veux dire, il partira en fin de saison. Oui, voilà. Camara reprendra sa place à Bordeaux au match suivant parce qu'il est nettement au-dessus des autres. Non, je pense qu'il sera Rami. Question humaine, question d'affinité avec Rudy Garcia aussi. Ouais. Rami, Mourad, tu penses que c'est le choix logique, il a quand même, il va avoir une certaine pression parce qu'il a dit, ça fait depuis décembre il n'a pas joué. Et il a beaucoup parlé entre temps. C'est un joueur de 33 ans, il me semble qu'il a, Adil Rami, qui a connu des grands clubs, qui est international. Bon, la pression normalement il doit pouvoir la gérer. Après forcément je reste sur une très mauvaise image d'Adil Rami sur le début de saison, mais on ne va pas oublier que l'an dernier c'est notre pilier de la défense. Il inspirait le respect et d'ailleurs je l'avais dit plusieurs fois ici, vraiment j'étais impressionné parce que je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Donc c'est quelqu'un qui normalement doit être capable de tenir cette pression-là. Après, en espérant qu'il soit toujours joueur de foot dans sa tête, ce qui des fois pose certaines questions. Parce que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Didier Deschamps qui a dit il est plus joueur de foot depuis quelques semaines parce qu'il ne joue plus en tant que titulaire. Voilà, c'est Didier Deschamps quand même, il n'a pas cassé le mec direct. Mais voilà, il faut qu'il redevienne l'Adil Rami de la saison dernière. Nathan, mais c'est vrai que là, depuis plusieurs matchs, on a une charnière jeune qui reste en plus, qui reste et qui marche bien. Donc même s'il est performant, toi, jusqu'à la fin de la saison, tu poursuivrais quand même avec cette jeune charnière. Ah oui, moi je les trouve très bons les deux. Je trouve qu'ils sont excellents. Les deux sont très complémentaires. Ils se parlent pas beaucoup, mais ils sont efficaces tous les deux. Ils arrivent à bien se coordonner. Et les relances de Khaled Takar, qui fait des relances magnifiques. Et ça, c'est comme à l'époque quand il jouait à Salzbourg, c'est ça ? Et c'était magnifique à voir. Et, parfait. Par contre, pour moi, je pense que Rami ne jouera pas. Je pense qu'il va essayer Luis Gustavo encore. Alors, c'est que Luis Gustavo, il veut pas jouer là-bas. Il ne veut pas être derrière, mais je pense que... Il ne peut pas lui faire ça. Là, il en tue 2 en même temps. Il fait le problème aussi, c'est que Tchalé Tatsar, est-ce que Tchalé Tatsar est complémentaire avec Rami ? Parce qu'on l'a vu quand en début de saison. C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Mais après, il y a ce match-là. Il y a ce match-là qu'on a tous en tête où ça s'est mal passé à Nîmes. Mais c'était pas le même Tchalé Tatsar. Non, mais je veux dire, Rudy Garcia est parfois surprenant. Il est possible aussi qu'il sorte Tchalé Tatsar et qu'il nous mette un Rami Rolando, un Rami Luis Gustavo. Non, pas Rolando. Rolando quand même pas. Non, mais je suis pas la tête de Garcia. Après, pourquoi pas, ce serait limite plus cohérent parce que c'est une association qui a des repères techniques. Qu'est-ce qui serait plus cohérent ? Limite de mettre Rami Rolando, si Rami Tchalé Tatsar. Alors je sais pas parce qu'on les a vus une fois à Nîmes dans un contexte qui était très particulier où les deux joueurs étaient pas prêts. Donc si ça tombe, ils peuvent être complémentaires. Nous on reste sur ça aussi. On n'est pas à l'entraînement tous les jours. Bon, voilà. Mais si par contre, si Rudy Garcia constate à l'entraînement que Rami Tchalé Tatsar c'est pas complémentaire. Pourquoi pas remettre Rami Rolando sur un match parce que c'est une charnière qui a des repères, qui a quand même rapporté des points et que c'est que Angers devant. Rami Rolando, ça coulait contre Paris, Monaco, Lyon, etc. l'an dernier. Donc bon,
On verra bien. Ouais, après, cet argument, il tient aussi pour mettre Rami Tchaleta-Tsar. C'est que après, Angers, le truc, c'est qu'après, il faut absolument que Camara, Tchaleta-Tsar reviennent. Il ne faut pas que parce qu'il y ait des suspendus, qu'on change parce qu'il y ait des suspendus, ok, mais qu'après, c'est ce truc-là. Ah ouais, mais si t'as un Rami, bon, on va pas faire 2 heures sur Rami, mais si t'as un Rami qui te sort un match de fou. Bah oui, mais Camara, il t'en a sorti 4-5 avant, il a changé la dynamique du truc. Donc, non, là, par contre, ça, c'est très important qu'après, on revienne à Camara, Tchaleta-Tsar. Ok, alors la question, on en a un petit peu parlé aussi, c'est Gustavo Payet aussi, ça fait plusieurs matchs. On se dit à chaque fois, est-ce qu'ils vont revenir, est-ce qu'ils vont pas revenir? Ces deux-là, tu les vois revenir, toi? Ça va être dur. Ou pas, sur ces 8 derniers matchs. Je me demande comment. Déjà pour Payet, je me demande comment Rudy Garcia peut annoncer à Balotelli qu'il va jouer seul devant et qu'il va lever Germain. Parce que si Payet revient, c'est que Germain va sortir. Et on a l'impression quand même qu'aujourd'hui, on fait tout ce que Balotelli veut. Parce qu'évidemment, il marche, il cartonne, il met des buts, c'est normal, ça marche bien à 2 attaquants. Et puis Valère Germain vient de marquer un but à Paris, dans un match difficile, même si l'OM a perdu. Je vois mal Rudy Garcia changer de système à ce niveau-là. Balotelli, tu penses qu'il aimerait pas jouer avec... il préfère jouer avec Germain qu'avec un Payet? Je sais pas. Parce que Payet, bon... Ce qu'on sait, c'est qu'il préfère jouer à 2 devant. Quoi. Oui, d'accord. Et tu le vois revenir, toi, Payet, ou pas? Je sais pas, on va en parler après, mais il y a aussi une histoire de salaire, une histoire de fin de cycle, etc. Donc peut-être que Payet s'inscrit dans cette fin de cycle. Je sais pas trop, je sais même pas où me positionner par rapport à Payet, parce qu'encore une fois, c'est un joueur magnifique techniquement, mais 4 mois dans l'année. Et voilà, je sais pas s'il doit être dans l'équipe, je sais pas si pour le futur il doit être dans l'équipe, je sais pas comment me positionner par rapport à Payet. Après, il y a aussi un autre joueur, quand on parlait de Gustavo, c'est qu'aujourd'hui, on a clairement l'impression que c'est Strootman qui est préféré à Gustavo. Non, tu le sens comme ça aussi? Moi aussi, pareil. Pour moi, c'est Strootman en premier. À chaque fois qu'il a fait rentrer quelqu'un, ça a été lui. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'il fait Payet, j'aimerais bien qu'il le fasse rentrer à la 60e, à la 65e. Il ne laisse pas l'opportunité, il le fait rentrer à la 80e. Et c'est dommage, pour le relancer, pour lui donner une dynamique, à chaque fois, il ne le fait pas. Et c'est dommage. Et tu penses qu'il y a... Ça peut mal finir cette histoire entre Payet et... je passe du coq à l'âne à chaque fois de l'un à l'autre, mais entre Payet et Garcia? Non, cette gestion-là, mal finir, non, ce serait quand même dommage de ne pas avoir un match au coup d'envoi avec Dimitri Payet et Mario Balotelli. Ce serait vraiment dommage, parce qu'on se dit que techniquement... Mais là, il n'y a même pas quelques minutes, quoi. On s'attendait quand même à le voir entrer en jeu à Paris, il n'est pas entré. Mal finir, non, mais je me demande comment il va pouvoir le relancer. Je trouverais ça injuste de sortir Germain aujourd'hui, quand même. Après il vient quand même d'enchaîner des bonnes prestations, même si beaucoup de supporters... on va pas dire ne l'aiment pas, mais sont quand même... Tense un petit peu, on va dire. Voilà, mais il vient de marquer un but qui aurait pu être très important à Paris, qui l'a été. Bon, dommage qu'après les Olympiens... Non, il revient bien. Mais il revient très bien. Messieurs, juste pour finir sur ce match, on va rappeler qu'il y a 5 joueurs qui sont sur le coup d'une suspension au prochain match. C'est Sanson, Thauvin, Balotelli, Amavi, Ocampos. Alors c'est peut-être pas le prochain match parce que quand tu es suspendu, non, après 3 quarts d'heure, c'est le match encore d'après, donc ça sera pas à Bordeaux, ça sera Nîmes. À Nîmes. Non, à Marseille. Ouais, ça sera contre Nîmes, donc ça sera un petit peu moins important. On passe tout de suite à une nouvelle rubrique, c'est les paris. Avec notre partenaire Unibet, on va parier un premier pari sur l'Olympique de Marseille, forcément, avec un but de qui? De Mario, forcément, parce que Mario au Vélodrome, c'est 4 matchs, 4 buts. Ouais, 4 matchs, 4 buts au stade Vélodrome. Donc, et pourtant, la cote, elle est à 2,30. Bon, c'est pas mal. 2,30 même, elle a monté depuis... Beaucoup. 2,30. Donc, c'est une belle cote pour un but de Mario face à Angers. En plus, je sais pas, Alex, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, juste le but de Mario, c'est presque cadeau. Tu doubles un peu plus la mise. Après, pour jouer l'oiseau de mauvais augure, toutes les séries, au fur et à mesure qu'une série s'étend, elle arrive vers sa fin, donc peut-être que ça va être ce match-là. Mais logiquement, c'est un pari qui semble cohérent. Alors, il y a une plus grosse cote, et c'est la grosse cote sur ce match-là, il faut trouver le score. Il faut trouver le score, et 3-1,
la cote sera de 12. Et ça, je trouve ça assez énorme. Et le 2-1 ? Parce que ce 3-1, c'est quand même, c'est tout à fait possible. C'est largement possible. Tu vois, contre Angers, à domicile. Moi, je vois plus un 2-1. Tu vois, plus un 2-1. Ouais, je vois plus un 2-1. Alors, on fait un temps mort et je cherche la cote du 2-1. Après, ils ont quelques atouts offensifs, Angers. Bon, c'est pas dingue comme toute la Ligue 1. Voilà, c'est ça. Le truc, il faut savoir si Marseille va prendre un but contre Angers, quoi. Ils peuvent éventuellement nous marquer un but, c'est ça. La cote du 2-1 est de 7,5. Moi, je préfère ça, moi. 7,5. Mais Unibet ne croit pas beaucoup en la victoire de l'OM. C'est quand même des grosses cotes. Hein. C'est une victoire de l'OM, 2-1. Oui, mais c'est impressionnant parce que c'est 7,5, c'est des grosses cotes. Après, c'est toujours, tu vois, c'est compliqué quand même de trouver. Après, il faut se le score exact. Alors, je vais vous proposer un dernier pari, c'est un combiné de 3 matchs sur les résultats des concurrents de l'Olympique de Marseille. Match nul entre Rennes et Lyon, match nul entre Nantes et Lille également, donc ça se passe à Nantes, et une victoire de Saint-Étienne face à Nîmes à domicile. Saint-Étienne à domicile, et là la cote elle est quand même assez énorme sur le combiné, on monte à 19 la cote. Non, vous y croyez pas ce scénario ? Je sais, j'ai du mal à voir Lille perdre des points à Nantes. Parce que Nantes, Nantes, c'est quand même c'est pas évident. Lyon, oui, par contre. Depuis la tragédie avec Salah, Nantes a un peu la tête à l'envers quand même. Et puis Nîmes à Saint-Étienne. Nîmes, ça marque beaucoup de buts, c'est pas facile. Bon, ça peut éclater, mais c'est à domicile. Je suis d'accord avec Mourad, moi, sur Nîmes. Sur Nîmes, je vois bien Nîmes faire quelque chose à Saint-Étienne. Si je devais prendre un risque sur les paris, mais après je suis très mauvais parieur, hein, je vais le dire à tout le monde, donc mettez pas votre PEL sur mes paris, mais je parierais plutôt pour une victoire de Lille à Nantes et peut-être un nul de Nîmes à Saint-Étienne. Attends, je vais te faire ton combiné, Mourad. Voilà. Je vais te donner la cote. Je préfère encore une fois me dégager de toute responsabilité. Ne m'écoutez pas s'il vous plaît. Mourad, ta cote elle est énorme. Elle est de 34. 34. 34. Donc si vous voulez suivre Mourad, vous allez être riche peut-être. Bon, mettez 10 €. Non, pourquoi tu mets 10 €? Tu mets 100 €. T'imagines 34? C'est énorme. C'est énorme. Et franchement, je pense que je vais le faire. Tu partageras tes biens avec moi. Voilà. Allez, c'est terminé pour les paris. On passe au gros débat, c'est tout de suite. Allez messieurs, le gros débat, c'est, ça va être autour de cette fameuse interview de Jacques-Henri Hérault au Dauphiné Libéré. C'était en début de semaine et puis qui a été distillé comme ça en 3 épisodes. Je vais vous lire déjà un petit extrait, un premier extrait. Jacques-Henri Hérault qui, donc je cite, explique: on a repris ce club dans un état extrêmement difficile avec une obligation qui était d'investir dans l'équipe première. C'est ce qu'on a fait puisqu'on a dépensé 190 millions d'euros en 2 saisons. Par définition, nous n'étions pas en situation de céder des joueurs pour équilibrer les comptes. On a eu une opportunité avec Zambo Anguissa et on arrivera probablement au bout d'un cycle dans quelques mois où il y aura des départs. Mais jusqu'à présent, on a vraiment voulu être dans cette phase d'investissement absolument nécessaire pour redresser ce club. Alex, qu'est-ce que ça t'a inspiré, toi, quand tu as lu cette déclaration ? Déjà, je note que le discours a changé sur la situation extrêmement difficile du club lorsque McCourt l'a racheté, parce qu'au tout début, lorsque nous, on lui signalait à Jacques-Henri Hérault que l'OM était un champ de ruines quand ils sont arrivés, ça ne lui plaisait pas. Ouais. C'est quelque chose, ça lui plaisait pas, champ de ruines, situation extrêmement difficile et tout. Non, il flattait les gens qui étaient là. Bon, aujourd'hui, 2 ans et demi après, il est forcé de constater qu'il savait qu'on avait raison, c'était vraiment un champ de ruines. Sur ça, il dit la vérité aujourd'hui. Après, sur les investissements, le problème, c'est que l'OM a fait beaucoup d'investissements sur du très court terme, a beaucoup investi au niveau salarial sur des joueurs qui sont censés ramener le club en Ligue des Champions. Et s'ils ne le font pas, ces joueurs-là, ce sont Payet, ce sont Luis Gustavo, ce sont Rami, ce sont Mandanda. S'ils ne le font pas, ce sera un échec. Et aujourd'hui, en cette fin du mois de mars 2019, l'OM est encore pas du tout assuré d'aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Et est-ce que si l'OM n'y va pas, est-ce que les moyens seront là pour pouvoir y retourner avant 2023 ou 2024 ? Parce que la vague de départ qu'il l'annonce, elle est assez inquiétante. Mourad, ce qui est étonnant, c'est qu'il parle de fin de cycle
Alors même qu'on est encore en course pour cette fameuse... ça veut dire que lui aussi a fait une croix Alors par contre, c'est aussi cohérent avec un discours qu'il a depuis le début, de dire qu'il y aura 2 ans et demi... Enfin, il avait dit donc c'est 200 millions investis sur 4 ans, et après il avait dit on sera en déficit pendant 2 ans et demi. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on peut aussi voir ce cycle dans ce sens-là. Et en effet, là-dessus, il nous l'a annoncé depuis plusieurs années déjà. Donc ça c'est cohérent. Après, j'ai l'impression qu'il parle plus de joueurs quand il parle de fin de cycle. Mais c'est des joueurs qui rentrent aussi dans cette analyse économique, puisque c'est des joueurs aussi qu'on va vendre, donc qui vont apporter de l'argent. Il y a eu cet investissement sur les joueurs. Maintenant, on va plus avoir de l'investissement. On va peut-être avoir des retours. On va peut-être changer. Après, ce qui est vraiment problématique, c'est que ce cycle, voilà, comme Alex l'a dit, il n'a pas porté ses fruits ou son fruit principal qui devait être un retour en Ligue des Champions. Donc, il reste 8 matchs à le faire et c'est extrêmement important pour la viabilité du club à court terme. En tant que supporter de l'Olympique de Marseille, toi, ça t'inquiète ce discours ? Tu te dis, oui, moi ça m'inquiète parce que j'ai l'impression qu'il y a des gros joueurs qui vont partir et peut-être des pépites, Lopez, on ne sait pas. Et j'aimerais bien qu'il explique un peu plus, mais je pense qu'il doit attendre la fin de saison, attendre de voir si on finit 3e et 4e et peut-être évoluer son discours par rapport à ça. Par contre, s'il fait une politique un peu comme Monaco avec Campos, qui achète des joueurs, des pépites et après on revendait très cher, ça peut être intéressant, mais il faut quand même les garder sur une durée. Par contre, Khalid Takar rentre. Là, on serait vraiment dans un projet totalement différent. Oui, parce que il faut changer les. Il faut changer les hommes. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'on a vu aujourd'hui que la direction en place a atteint ses limites dans le casting, quoi. Je veux dire, Khalid Tatsar, c'est 19 millions d'euros. Au final. Bon, il joue maintenant, il est très bon, mais c'était quand même 19 millions d'euros. Donc c'était 19 millions d'euros, ça fait 10% des 200 millions. Je pense qu'ils le revendra plus cher. Après, l'intérêt, c'est qu'il soit très bon sportivement pendant quelques années avant d'être revendu. Mais j'attends toujours les joueurs de Ligue 2, quoi. C'est-à-dire, un joueur de Ligue 2, je comprends pas comment Lyon peut aller chercher des Ndombele, des Ferland Mendy, et que l'OM ne peut pas. Alors, Andoni Zubizarreta a refait la cellule de recrutement, mais pour l'instant... on attend toujours les joueurs. Quoi. On l'avait fait avec la Brune. Oui. On parle Alex a parlé de casting des hommes. C'est ça aussi, parce que même si tu ramènes des pépites, le fameux mot Football Manager. C'est pour ça que je joue au Football Manager, c'est pour ça. C'est moi aussi. Mais Antonin Maubuchon, il a tout cassé dans Football Manager avec moi. Mais ne l'achetez pas à l'OM. Mais par contre, quand tu achètes des jeunes prometteurs, il faut aussi le coach qui puisse les faire jouer. Quand tu veux investir sur la formation, il faut le coach qui puisse les faire jouer. Il faut une passerelle claire entre l'équipe réserve, les U19, les U17 et l'équipe première. Donc tout ça, on sent pas que ça a été enclenché. Même si on va nous dire, il y a Camara, maintenant il y a Camara, Khalid Tatsar qui ont été mis en dernier recours parce que sinon, on savait plus quoi faire. C'était le jardinier ou Khalid Tatsar. On a dit allez hop, Khalid, vas-y, c'est ton tour maintenant. Mais c'est ça aussi qu'on sent pas. Donc il y a un moment, si on a déjà enclenché ce truc, donc de passer à autre chose que des trentenaires qui sont censés apporter des résultats immédiats, mais il va falloir les hommes capables d'exploiter des potentiels de jeunes joueurs pas encore mûrs. Un Radonjic, par exemple, l'OM l'a payé 12 millions d'euros. Il faut savoir qu'un Radonjic, il était proposé à d'autres clubs français quelques semaines auparavant dans les 6-7 millions d'euros. Voilà, c'est l'OM, donc c'est dur, parce que l'OM est censé, avec McCourt, avoir de l'argent. C'est dur, mais aujourd'hui, moi je suis inquiet sur ça. Pourtant, on était censé ne pas se laisser dicter la loi du marché, Morad. Radonjic, très bon exemple. Est-ce que c'est exactement le joueur qui a besoin c'est un joueur qui n'est pas fini, ça se sent. Comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est capable de te faire un super crochet, de faire une passe en touche à côté. Donc il faut travailler sur lui. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans cette optique d'optimiser des potentiels? Moi je pense qu'il faut le prêter, je pense. Oui, d'accord, mais à 12 millions, pour l'OM, c'est une somme. 12 millions, tu vois, c'est une somme. Sûr. Après, donc, tu peux pas te dire, Radonjic, c'est un mec qu'on va garder comme ça sous le coude pendant 2 ans, faire progresser, pas à 12 millions. Voilà, donc il y a le casting des hommes sur Radonjic, tu as le casting des hommes en amont, l'achat, et en aval, l'exploitation. Alors, donc là, tu as quelque chose. Dans ce discours-là, c'est surtout les départs. Et on sait que les départs, c'est pas le fort aussi de des dirigeants, de faire partir des joueurs. Ça a été compliqué ces 2 dernières années. Oui, mais est-ce que là, ces gros salaires-là, est-ce que ça va être évident, Nathan, pour toi, de les délocaliser? Après, attention, il parle de départ, il parle pas de fin de contrat. Il y a aussi les fins de contrat. Oui, il y a aussi les fins de contrat. Donc on va perdre quand même Ribocan, on va perdre Adeno qui n'a pas joué, qui est en réserve. Il y a qui encore qui a comme personne, Rolando. Donc on perdra des gros salaires. On perd déjà. C'est vrai. Il y a le salaire de Mario Balotelli déjà.
à 3 joueurs presque. D'accord, c'est vrai. C'est intéressant. Mais les Payet, les Gustavo, les Rami, les Strootman, comment tu fais ces joueurs? Strootman ne partira pas. Non. Voilà, mais de toute façon, c'est impossible. Il est arrivé dans les années. Non, mais c'est plutôt Payet, Luis Gustavo. Si l'OM ne va pas en Ligue des Champions, il va falloir forcément diminuer la masse salariale. Exact. Donc il va falloir se séparer des joueurs qui ont les plus gros salaires. On ne parle même pas du cas Balotelli, mais Luis Gustavo, Payet, je les vois difficilement rester si l'OM est en Ligue Europa. Ça déjà, après, alors Payet, c'est vrai que c'est acheté 30 millions d'euros il y a 3 ans. Rester Payet, toi tu l'imagines dire, bon, moi il lui reste combien de contrat? Il lui reste 2 ans 2 ans, je pense. Il restera 2 ans de contrat, tu vois, où est-ce qu'il va trouver cette rémunération? Quand un club chinois arrive avec des offres à 1 million d'euros par mois de contrat... mais lui, il a envie d'aller en Chine? On a vu... On prend un contre-exemple, on avait Stéphane Mbia qui est parti en Chine gagner de l'argent, qui en avait marre de la Chine, il est revenu pour jouer un peu au football à Toulouse, 3 ans plus tard il est retourné en Chine. Finalement, oui, c'était je veux dire, à un moment donné, non mais c'est des contrats à 1 million d'euros par mois. Oui. La question elle se pose pour ces joueurs-là. Alors je parle pour Payet peut-être, mais pour Luis Gustavo, je le vois pas aller dans un club chinois, mais je le vois pas rester à l'OM comme ça non plus. Alors Alex, on se souvient de cette petite passe d'armes que tu avais eue avec Jacques Henriot en conférence de presse justement sur le jugement qu'on pouvait porter sur le mercato, et il en a reparlé un petit peu de ça. Ce que je sais, c'est qu'un recrutement se juge à la fin de la saison si nos objectifs sont atteints ou pas. C'est aussi simple que ça. Quant au jugement dans le tribunal médiatique, on voit à quel point les opinions peuvent fluctuer au gré des buts, des passes décisives, des tacles. C'est le cas avec certains de nos joueurs qui ont été décriés il y a de ça 2 mois, quand on était au fond du trou. Aujourd'hui, comme par hasard, tout le monde s'extasie sur leur jeunesse, leur talent, etc. Alors, on s'extasie. Ça me fait rire. On s'extasie vraiment. Tu sais. Ah, voilà. Toi, t'es pas parti pris. Tu t'extasies vraiment sur le recrutement de l'Olympique de Marseille? Non, pas pour l'instant. J'attends. Non mais moi j'attends la fin de l'année et voir si on finit 3e ou pas. Si on finit 3e, voilà, ça sera parfait, j'aurai rien à dire. Par contre, si on finit 4e, j'aurai pas le même discours. Mais tu peux même encore avoir à dire parce que en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il prend tous les joueurs parce que quand on parle de mercato, donc on parle des joueurs qu'on a achetés. Quels sont les joueurs? Je pense qu'en plus tu l'as dit à ce moment-là. Sakai, on s'extasie devant lui. C'est vrai, moi je suis le premier à m'extasier devant lui. Bon il n'a pas été recruté par cette direction. Florian Thauvin, pareil, il n'a pas été recruté par cette direction. Donc, tu as Maxime Lopez et Boubacar Kamaraz devant qui on s'extasie, qui sont des jeunes du centre de formation. Après, là, tu as Douye Tchaletatsar qui, pour certains dont je fais partie, on commence un peu à s'extasier dessus. Ocampos, il n'a pas été recruté par cette direction. Donc, en fait, sur le recrutement, on ne s'extasie pas beaucoup sur des joueurs qui ont été recrutés. Et ça, c'est un gros problème parce que, comme il l'a dit, on a investi 190 millions. Ces 190 millions, est-ce qu'ils ont bien été investis? Parce que c'est bien de dire, en effet, on a fait ce qu'on a dit. C'est vrai, mais est-ce que ça a été bien fait? Et il faut arrêter de se cacher derrière les résultats parce que le problème, c'est qu'on a l'impression que... Même si on termine 3e, mais qu'on termine 3e avec Payet, Gustavo, Strootman, Rami et tout le gros de notre investissement sur le banc qui ne joue plus, qui est prêt à partir, ça aurait été un échec sur le mercato. Et puis il y a le cas Mitroglou, donc c'est là-dessus tu t'étais un petit peu... Non, moi je lui ai demandé simplement de faire le bilan du mercato, parce que plusieurs fois auparavant, il nous avait chaque fois renvoyé sur le mercato, ça se juge à la fin. Sauf que là, je parlais du mercato 2016-2017, quoi. 2017. On est en 2019, mais il ne l'a pas fait, et il ne le fera pas non plus en fin de saison si l'OM est 4e. Hein. Il ne faut pas se leurrer, les joueurs partiront, et puis il dira, mais non, on n'est pas là pour parler du passé, on parle du futur. Mais c'est une stratégie de communication. Oui, mais c'est ça. C'est tous les présidents font ça, limite, c'est presque logique. Mais... il est dans une posture là en fait. Il est dans une posture parce que... Après c'est toujours pareil, le tribunal médiatique je veux dire, quand l'OM encaisse but sur but, que la défense, je me rappelle plus c'était quoi la stade, mais la défense c'était la pire défense depuis 20 ans je crois. On va quand même pas 85, dire voilà, on va quand même, ou 30 ans alors, on va quand même pas dire waouh, la charnière elle est exceptionnelle. Et puis aujourd'hui maintenant que ça remarche, on s'extasie pas, on constate simplement que Rudy Garcia a fait un beau choix en alignant Camara, Tchaletatsar. Et comme tu dis si bien, Sakai, on n'a pas critiqué Sakai parce qu'il est assez régulier Sakai par exemple. Et puis il a été recruté par Franck Passy. Voilà, c'est pas. Question recrutement, il faut quand même pas avoir peur de dire que pour l'instant, depuis l'ère McCourt, c'est très très moyen. On a Luis Gustavo, mais bon, Luis Gustavo, il était connu. On parlait de pépites tout à l'heure, mais il n'y a pas
un coup d'éclat ni de Rudy Garcia, ni d'Andoni Zubizarreta, ni de Jacques-Henri Hérault. Il n'y a personne. On attend le joueur, on attend le Valbuena, le Anguissa, le Mandanda même de l'époque, quoi. Parce que pour l'instant, on n'a que des joueurs connus. C'est facile, on arrive, on rachète un club, on prend Mandanda, Rami, Payet. Tu rachètes le club, toi, tu le fais aussi. Ouais. Tu vois. Donc, non, j'aurais pas pris Payet. Non. C'est un autre débat. Ce sont des joueurs connus. J'aurais pris Payet, je rectifie, mais pas à ce prix-là. Pas à ce montant de salaire-là. Il y a que Payet, ça reste un très bon joueur. Il n'y a pas beaucoup de réflexion derrière de se dire, je veux dire, Lille, ce que fait Lille, alors on peut critiquer le projet parce qu'on sait très bien que tous ces joueurs-là vont partir, mais ce que fait Lille, il y a des joueurs qui arrivent à Lille, voir Nicolas Pepe, l'OM s'y est intéressé, au final il est allé à Lille. Pourquoi il est allé à Lille et pas à Marseille, et ainsi de suite. Et tu voulais rajouter quelque chose ? Même les joueurs confirmés, je veux dire, moi, Gustavo, c'est un joueur pour lequel j'ai un grand respect et qui m'impressionne et que j'apprécie beaucoup. Donc ça peut être vu comme une réussite. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de vision globale parce que, voilà, c'est une réussite et puis après tu as bousillé un peu le joueur en le mettant en défense centrale et puis maintenant tu le mets sur le banc. Donc est-ce que si tu as fait un gros investissement financier au niveau du salaire, construis vraiment quelque chose autour de lui, mais tu le fais pas vraiment. Payet, tu as voulu construire autour de lui, ça marche pas vraiment parce que Payet c'est un joueur qui a été régulier sur 2 saisons dans sa carrière. Point. La saison avec Marcelo Bielsa et celle où il est à West Ham. Point. Donc même là-dessus, même sur les joueurs confirmés, c'est pas très bon. Et puis il y a pire. Après il y a le truc dont on ne parle plus trop, mais tu as Grégory Sertic, Emen Abdenour, tous les départs qui n'ont pas été faits, et ça te coûte très cher. Tu as Doria qui à un moment était sur le point de partir, qui est à moitié retenu. Tu as tous ces trucs-là où tu aurais pu gagner de l'argent et qui servait à rien. De toute façon, le bilan, tout le monde peut le faire. Lui aussi, il peut le faire, mais il peut pas le dire publiquement. Mais si tu fais les plus et les moins, il y a beaucoup plus de moins. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Il y a plus de débat sur le jugement du mercato. Quand on recrute Valère Germain, qui est un super joueur, dont tout le monde sait que c'est un super joueur à Monaco, qui vient d'être champion de France et qui joue tout le temps à 2 attaquants. Il a fallu 1 an et demi pour l'aligner à 2 attaquants. Il a été recruté, je sais pas, mais il savait très bien qu'il allait qu'en pointe tout seul, ça allait être compliqué. Il n'avait pas joué en pointe à 2 attaquants pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, on voit que ça va mieux. Allez messieurs, le débat s'arrête là sur Provence Azur TV et Var Azur TV. Mais il continue sur la chaîne YouTube Football Club de Marseille et sur le site footballclubdemarseille.fr. Restez avec nous, c'est tout de suite. Allez messieurs, donc on va continuer ce débat sur cette longue interview de Jacques-Henri Hérault qui a également évoqué le cas Rudy Garcia. Alors, pas dit grand chose, mais il y a une petite phrase quand même qui est glissée au milieu. Donc je vais le citer une nouvelle fois. Donc il dit, en tout cas, c'est le coach de l'OM, un coach dont chacun a loué les mérites l'année dernière. Non en fait. L'année dernière, nous personnellement, on disait déjà qu'il y avait quelques soucis avec Rudy Garcia. Non, moi toi, mais moi j'ai loué les mérites. D'accord. Je continue à louer certains mérites quand même. Non, mais c'est vrai qu'il y a débat. Il y a débat sur ce thème-là. On était plus positif. On était plus positif, mais il y avait quand même des trucs sur les défaites contre les gros, par exemple, fin de certaines gestions du mercato. Okay. Donc je poursuis. C'est un coach français ayant réussi à l'étranger. Alors, là aussi, il faut se rappeler comment il a été viré de l'AS Roma, Jacques-Henri. C'est pas passé comme ça. Il y a eu quand même un licenciement et derrière des déclarations de son ancien président qui ont été très dures vis-à-vis de Rudy Garcia. Regarde pas comme ça, Mourad. Je vais continuer. Il a l'un des plus beaux palmarès des 10 dernières années, Jacques-Henri. Mais en fait, il a juste le même palmarès que René Girard. Elie Bopp a gagné la Coupe de France. C'est vrai, il a été finaliste. Ouais, c'est vrai. Il a été finaliste de la Coupe de France. De la Coupe de la Ligue, non Contre nous. Gagné la Coupe de France. Lille a fait doubler. Non, mais René Girard n'a pas gagné la Coupe de France. Oui, tandis que Garcia. Il y a une intervention de qui de notre Mario, de notre Mario voisin, Mario Albano. Eh oui. Je peux le dire ou pas? Oui, voilà. Allez, je continue. Mais quand même, c'est un objectif, c'est un coach par contre qui a des objectifs. Il le sait. Il y a beaucoup de pression à l'Olympique de Marseille, ça a toujours été le cas, c'est ça qui est intéressant. Mais moi, tant que la saison n'est pas terminée,
je suis avec lui pour lui trouver des solutions, lui permettre de trouver des solutions, d'être plus performant avec cette équipe-là. C'est cette petite phrase peut-être qui est... voilà, comment tu l'aperçois toi? Moi je pense que Jacques-Henri Hérault, de toute façon, il calcule tout, il ne part jamais par hasard. Et que là, c'est un coup de pression. Si on lit entre les lignes, c'est un gros coup de pression. Et que si l'OM n'est pas qualifié en Ligue des Champions en fin de saison, on peut quand même comprendre qu'il n'est pas certain que Rudy Garcia reste à son poste. Tu le vois comme ça toi aussi, Mourad? Et puis je sais plus qui nous avait dit, c'était Gérard Gély, je crois, qui nous a dit mais est-ce que même Rudy Garcia voudra rester à l'OM? Exactement. Est-ce que, et encore une fois, je me fie à la vraie biographie de Rudy Garcia. Je te coupe, après tu continues, mais à chaque fois qu'on l'a interrogé, lui il dit je suis là, j'ai un contrat, je suis là pour les... ça c'est Rudy Garcia en conférence de presse, et Rudy Garcia en conférence de presse il est totalement différent de Rudy Garcia en privé. Voilà, et même encore une fois, je vous renvoie à sa biographie qui s'appelait Tous les chemins mènent à Rome, alors qu'il avait coécrit avec quelqu'un, j'ai oublié, mais dans laquelle il raconte que s'il part de Lille, c'est aussi qu'on lui dit qu'on va repartir sur un truc avec plus de jeunes, tout ça, qu'au début il est intéressé, puis il sent que les ambitions sont un peu moindres, et donc il décide, lui, de partir. Donc c'est aussi ça. Après, on peut se demander, est-ce que sa cote est la même aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque en 2012 ou 2013 quand il quitte Lille? Nathan, toi, tu te verrais repartir avec Rudy Garcia la saison prochaine, ou tu penses, quand on parle de cycle aussi, il faudrait que ce soit aussi... Moi, je pense que c'est le bon moment pour lui de partir. Je pense que Jacques-Henri Hérault a fait beaucoup de com' dessus. Parce que comme il y a un contrat aussi qui est important, je ne sais pas combien il reste de contrat. Il reste 2 ans. Mais il reste 2 ans. En annuité de salaire, en annuité de départ, je ne sais pas combien ça va coûter. Mais il faut qu'il parte, qu'on prenne un nouvel entraîneur, qu'on parte sur un nouveau projet. Et merci Rudy. La question que tout le monde se pose, en fait, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as la réponse. À ce moment-là, on mettra un breaking. Parce qu'on a acheté les droits du breaking aussi dans cette émission. Nous aussi, on a le droit d'avoir des breakings. Est-ce qu'il y a une clause ou pas, ou est-ce qu'il y a des petits trucs dans son contrat qui peuvent permettre à l'Olympique de Marseille de se séparer de lui? Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Tom, arrange le breaking, s'il te plaît. Je ne sais pas, et je pense que si on lui demande, il ne répondra pas non plus. Donc c'est quelque chose qui restera totalement privé, je ne sais pas du tout. Après, je suis moins sévère quand même sur Rudy Garcia, parce que moi, je considère quand même que c'est l'un des meilleurs coachs français. Il a des défauts, mais il y a Rudy Garcia, l'entraîneur. Et après, le problème de Rudy Garcia, c'est son influence sur le mercato. Voilà, c'est son vrai problème. C'est que quand même, on voit que ça ne fonctionne pas trop au final avec Andoni Zubizarreta, parce que les décisions, c'est lui qui les prend. Après, sur les choix sportifs, alors effectivement, il a mis 1 an et demi pour se rendre compte, pour aligner Valère Germain en 4-4-2. Mais quand même, il faut le reconnaître que dans la période, il y a peu d'entraîneurs qui seraient sortis comme ça à la tête haute d'une période aussi difficile. Il a quand même fait le dos rond, il a une carapace assez incroyable. Il a pris des critiques, il a été insulté et il a quand même relevé la tête. Il a réussi. On le pensait pas capable. Je le pensais pas capable de sortir Payet, moi, par exemple. Il a sorti Payet. Il a même. Strootman était blessé, ça l'a arrangé parce que Strootman, pour l'instant, jusqu'à décembre, c'était pas terrible. Il a été blessé, ça l'a arrangé. Là, il revenait bien. Il faut quand même lui reconnaître ce mérite. Alors, on va poursuivre et on va quand même parler des points positifs, parce qu'il y en a eu. Il y a eu notamment cette... Attends, tu veux rajouter quelque chose? Je peux ajouter quelque chose, parce que je suis complètement d'accord avec ton constat. Je pense que c'est l'un des meilleurs entraîneurs français. Dans un style complètement différent, je pense que Roland Courbis était l'un des meilleurs entraîneurs français lorsque l'Olympique de Marseille va le chercher pour faire son investissement initial. Je pense d'ailleurs Roland Courbis, c'est quelqu'un de très intelligent quand il est concentré sur son rôle d'entraîneur. Et donc ça, c'est l'un des meilleurs entraîneurs français, mais ça n'empêche pas que le parallèle avec... sur le mercato, avec pas les mêmes... Avec le début du projet Robert Louis Dreyfus, c'est le même, c'est-à-dire qu'il aurait fallu cantonner ces deux hommes-là au terrain et pas au reste, et que vu qu'on a tout donné, on se retrouve, si on n'est pas qualifié en Ligue des Champions, on se retrouvera dans une situation financière désastreuse, même si au moins la situation juridique sera, je l'espère, un brin plus riante. Alors je reviens sur les points positifs, c'est cette finale d'Europa League. Il en parle aussi dans l'interview, mais est-ce qu'au final, vous n'avez pas l'impression que on l'a payé cher cette finale d'Europa League? Après, au niveau de l'analyse qui a été faite, Nathan, tu voulais... Pour moi, la finale, en fait, ça a été... Je pense qu'on n'aurait pas dû aller en finale, parce que ça nous a tué le championnat. Je pense qu'on aurait été dans
dans la lignée, je pense qu'on aurait gagné nos matchs. Contre Guingamp, on n'aurait pas perdu. Toi, tu parles du championnat de l'année dernière ? L'année dernière, oui, je parlerai. D'accord, ok. Mais je pense que moi, si on c'est avait... à l'après. Mais moi, je pense plutôt vers l'avant. Et on aurait été 3e, logiquement, je pense. Mais voire même 2e, parce que je pense qu'on avait niveau. Et moi je pense. Pour ça, il fallait gagner un match contre les gros. Tous nos matchs, on gagnait vraiment tous nos matchs. Ouais. Non, sauf les matchs importants. Après, ça c'est toujours. Après, c'est le supporter qui parle aussi. Mais attends, il y a plein de gens qui ont Mais est-ce que l'Europa League n'a pas créé une dynamique aussi qui te permet d'aller gagner des points, d'aller chercher des points contre Nantes à domicile où t'es mené 1-0 et puis t'égalises à la dernière minute un peu n'importe comment. Il y a toujours ce dilemme. Est-ce que ça te fait perdre des poins? Est-ce que ça t'en fait gagner? Et t'engranges de la confiance aussi. Moi je pense que d'avoir un groupe qui va emmagasiner la confiance. Il faut se souvenir dans quel état était le groupe avant Leipzig-OM. Ça se passe pas très bien. Après, tu tentes un truc là-bas, même si tu perds, ça te relance un petit peu. Donc peut-être que tu as perdu des points, mais je suis pas sûr que si tu n'allais pas en finale de l'Europa League, tu t'en aurais eu beaucoup plus. Surtout que tu as fait un excellent championnat en termes de points. Ouais. Mais pas physiquement, tu pouvais pas tenir. C'est pas possible de faire les deux. Sur l'après. L'après a été mal géré. C'est le recrutement. On en revient encore au recrutement et au mercato de l'été dernier. L'après est mal géré parce que. Alors, Jacques-Henri Hérault, il a bien fait, il a gardé l'ossature, hormis Anguissa, il garde toute l'ossature, mais au lieu de la renforcer avec un buteur, parce que tout le monde savait qu'il fallait un buteur, le buteur n'arrive jamais. Donc on repart avec Mitroglou Germain, dont on sait à cette époque-là déjà que c'est le point faible de l'équipe. Il n'arrive jamais. On remplace Anguissa par Strootman, qui n'est pas du tout le même profil, qui va créer encore plus de concurrence à Luis Gustavo, donc on était un peu Luis Gustavo et on le fait reculer derrière. On recrute Radonjic, bon, c'est pas pourquoi, et Tchaï Tatsar. Le recrutement, il n'est pas bon. Et c'est à partir de là que ça va plus. Et plus, Rudy Garcia qui aligne tout le monde à Nîmes, c'est le début, il le dit, c'est le péché originel. Mario en parle souvent, c'est le péché originel. Tu veux rajouter quelque chose ou... Oui, non, parce que j'aime bien aussi ce truc, ça crée des attentes qui n'avaient pas lieu d'être ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus quelle est sa formule exacte, mais c'est-à-dire que l'attente qui n'avait pas lieu d'être, c'était d'être sur le podium. Bah non, c'est pas la finale d'Europa League qui fait que cette année, on s'attend à être après 2 ans d'investissement, qu'on s'attend à être sur le podium tranquillement, même on va le dire. C'est logiquement la logique, c'est même si l'an dernier tu finis 4e et tu te fais éliminer en 16e contre c'était Braga ou l'Athletic Bilbao, bah même comme ça, cette année, on aurait attendu que tu termines sur le podium. Donc après, c'est un peu facile de dire oui, mais c'est la finale de l'Europa League qui fait que cette année, on s'attend à être sur le podium et avoir plus de jeux et avoir une équipe qui est plus organisée. Bah non, c'est pas ça. Autre point positif, c'est la gestion du stade Vélodrome aussi pour le club. C'est quand même un point important financièrement. Ça, dans les plus, dans la colonne des plus, c'est quand même un point important. Sur ça, il est bien meilleur Jacques-Henri Hérault est bien meilleur sur tout l'aspect extra-sportif. Alors là, si on peut, il est excellent sur ça. Il n'y a rien à dire. Là, sur ça, il est très bon. Il a récupéré la gestion du stade Vélodrome. Il fallait le récupérer. Il l'a fait. C'est au niveau de la gestion sportive qu'on peut émettre des critiques. Ouais. Et financièrement, Mourad, ça peut avoir quand même des répercussions très intéressantes pour le club. Déjà, ça va coûter beaucoup d'argent, tout ça, parce qu'on a un peu tendance à oublier. Ça va nous coûter encore de l'argent. Ça va coûter de l'argent, mais dans l'idée, structurellement, c'était vraiment très très fort, quoi. C'est la finale d'Europa League à Jacques-Henri Hérault hors du terrain. Non, mais c'est vrai. Il faut se rendre compte à l'époque, lorsqu'ils arrivent, Arema est pas du tout intéressé par déléguer cette exploitation, mais absolument pas. Il a fallu mener un combat qui a été très difficile, qui est passé par des coups de bluff, par des communiqués qui est un peu de temps en temps qui étaient un peu méchants. D'ailleurs, je me souviens que c'était dans la Provence un peu méchant où il donne une interview encore une fois un peu méchante vis-à-vis d'Arema. C'était un combat très difficile à mener et il l'a gagné. Et ça, je pense que quand on dit oui, mais Jacques-Henri Hérault va se faire virer parce que les résultats de Rudy Garcia sont pas bons, donc Macourt va appuyer sur la sonnette. Je pense que Macourt, il voit plutôt ce qui a été fait notamment sur le Vélodrome, c'est cet exploit juridique et structurel et ça pèse sans doute plus qu'une 4e place pour Franck Macourt. Et puis il y a, pour finir dans les points positifs, on aurait été positif aujourd'hui quand même. Ouais, moyen. Non. Vous préférez un autre point négatif surtout ou pas? toi, t'as été très négatif. C'est quoi, tu nous dis l'OM Campus, je vais te dire que c'est... Je savais que c'est ça.
C'est ça. Ouais, mais bon, alors c'est le stade Le Cesne, quoi. Je veux dire, avec des names, mais franchement, non, mais après, à un moment donné, c'est le stade Le Cesne qui est tout recouvert, on passe en voiture, on voit plus, il y a marqué OM Campus, et après, la différence, enfin, ouais. La formation, quoi, en général. La formation, on sait qu'il en parle beaucoup. Oui, d'accord, on a un petit Eddy Sylvestre, là, qui joue à Nice et qui est marseillais. Voilà. Non, mais là, sur ça. Moi, j'ai un autre point positif, c'est il a fait les partenariats avec les clubs de la région. Ouais, ça rentre dans le dossier, dans le dossier formation. Ouais. Oui, mais c'est pas par rapport au campus, mais oui, mais si, c'est le volet, tu vois, c'est global. Il n'y avait pas tout ça. Et avant, les clubs, ils partaient où? Les joueurs, ils partaient dans les centres de formation de Lyon. Ils continuent de partir. Voilà, ils partaient toujours. Là, je donnerai pas le nom, mais je discutais avant-hier avec un dirigeant d'un gros club local à Marseille et qui était très content. Vraiment très content, il me dit on a vraiment de très bonnes relations avec l'OM, nos formateurs peuvent vraiment échanger avec le club et tout, enfin tout se passe bien en termes de communication. Et il me dit bon ouais, par contre c'est vrai, je te cache pas que hier encore il y a un petit qui a signé à Montpellier quoi. Ouais. Mais après pour ça tu peux rien y faire. Et oui, mais c'est pour ça aussi que quand on parle de formation, il faut que des Baptiste Aloé, que des Rafidine Abdullah qui sont peut-être pas des foudres de guerre aient au moins leur place sur le banc, parce que c'est peut-être ces joueurs-là qui aujourd'hui partent à Montpellier, parce que tout le monde ne se dit pas je vais être Samir Nasri ou Boubacar Kamara. C'est pas donné à tout le monde d'être vraiment un crack. Et pour l'instant, à l'Olympique de Marseille, si tu veux faire ta place dans l'équipe première, il faut que tu sois un crack. Et peut-être qu'il faut commencer à intégrer des mecs qui prennent la place de Grégory Sertic et de Rolando, des remplaçants sur le banc. Et parce qu'après, les parents vont se dire bon, bah oui, au moins mon gamin, il aura la chance d'être sur le banc à l'OM. Et pour finir aussi, pour revenir un peu sur l'OM Campus, parce que c'est vrai que c'est un peu survendu, mais bon, cette direction nous survend un peu beaucoup de choses. Cependant, c'est une avancée tout de même de pouvoir faire jouer plusieurs équipes inférieures de l'Olympique de Marseille au même endroit. Il y a des petits plus technologiques, des trucs comme ça. Bon, c'est quand même bien d'au moins avancer un minimum là-dedans. Même si, oui, en effet, j'avais trouvé que c'était un petit peu... c'était des préfabriqués, quoi, les machins. Et puis on disait, regardez, c'est merveilleux. Bon, c'est bien que ça existe. Mais il y a encore une guerre au centre de formation, une guerre humaine, une guerre de personnes encore. Enfin, une guerre, j'exagère un peu, une guéguerre. Le frappeur, Cassini, ça s'entend pas. Je veux dire, on attendait dans nos Bizarreta qu'il arrive et qu'il ait la patte Barça. On a quand même du mal à la retrouver, la patte Barça. Là. Et là aussi, il y aura peut-être une fin de cycle à ce niveau-là, en fin de saison. Si tu as écouté cette conférence OM Nation qu'il a fait là, pour les abonnés, il y a un moment, Jacques Henriero dit donc oui, voilà, nous on voulait mettre une ADN OM dans le jeu, donc qu'est-ce que ça veut dire de jouer à l'Olympique de Marseille? Et puis là, il parle de statistiques et de GPS sur les joueurs. Donc en fait, mais ça a été mis en place et c'est bien, et c'est bien, franchement, il faut aussi le dire, c'est bien que des outils modernes soient utilisés par la formation à l'Olympique de Marseille. C'est important aussi, c'est des petits détails, mais faut pas le négliger. Mais faut pas non plus négliger l'essentiel qui est quand même le jeu, les joueurs, etc. et la passerelle avec l'équipe première. Allez messieurs, on arrête cette émission qui était très bien, j'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé vraiment bien. Je vais mettre une note de 8,5 sur 10. Je pense, et c'est une des meilleures notes. Hein. Ouais. Non, vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est bien, ouais. Tu fais dans l'autosatisfaction maintenant, tu me surprends à chaque fois. Allez messieurs, c'est l'heure d'offrir des cadeaux. Voilà, allez. On va offrir ce magnifique cadeau avec nos amis de Triangle. Et comment on fait pour gagner? Parce qu'il va falloir que tu t'expliques. Hein. Parce que je donne des cadeaux à chaque fois, j'explique pas comment on fait pour les gagner. Donc Triangle aussi qui est venu avec ce t-shirt Remontada 2. Superbe boutique que je suis allé visiter à Marseille, au Doc, c'est au Doc, Triangle. On avait fait gagner quoi d'autre, Mourad? Rappelle-moi un petit peu. On avait fait gagner... il y avait le mug. Le mug, Football Club de Marseille. Le maillot. Le maillot d'Andonian. Qu'il va falloir aller chercher, Mourad. Tu iras le chercher ou pas? Bien sûr. Donc, tu iras le chercher. On avait fait gagner quoi d'autre? RTM. On avait fait gagner... Ah oui, on va faire gagner aussi un t-shirt Football Club de Marseille, de notre boutique, au choix. On avait fait gagner aussi la biographie de Rudy Garcia, le football expliqué à un enfant de moins de 3 ans. Mais j'espère que vous avez compris que c'était une blague. Ce livre n'existe pas. Voilà, donc on ne peut pas le faire gagner. Et on a plein d'albums Panini à faire gagner. Voilà. Et donc ça, on en mettra plein aussi dans la besace. Voilà. Alors c'est comment on gagne? Comment on gagne? Voilà. On va mettre un lien dans le descriptif de cette vidéo. Donc sur YouTube, il y aura un lien. Vous cliquez dessus. Et c'est facile, il n'y aura plus qu'à s'enregistrer, à rentrer son nom et
ça sera un tirage au sort. C'est simple ou pas? Ça va. C'est bon? Ça va, ça semble... Allez, voilà. Et puis si on peut rajouter des cadeaux entre-temps, on en rajoutera. Merci Mourad, merci Nathan, merci Alex. Merci à toi. J'espère que merci à toi, ouais. ça va, ça a été très sympa. bien. Tu reviens très quand sympa, tu veux. on reviendra. Pas dans 2 ans. Hein. Et puis Mario aussi, on espère que tu viens aussi. Si vous payez les frais des déplacements. Voilà, c'est bon. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.